Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mardi 29 août. Soyez les bienvenus sur Monaco Info et voici les titres qui seront développés. Les vacances, l'occasion de se reposer, mais toutes les bonnes choses ont une fin, il faut penser à la rentrée. Êtes-vous prêts? Eh bien nous vous avons posé la question. L'été est synonyme de farniente, mais également de l'achat des fournitures scolaires. C'est ce que vous allez pouvoir constater dans un reportage. On peut parler d'une débâcle, l'entrée dans la compétition de l'équipe de France de basket lors de la Coupe du Monde. Les Bleus éliminés dès le premier tour. Nous serons en duplex de Jakarta pour analyser cette Bérésina avec le commentateur de beIN Sport, Rémi Reverchon. Après 3 années de travaux d'embellissement, le bâtiment situé au 19 boulevard Princesse Charlotte rouvre ses portes. La demeure de 1000 m² deviendra un lieu de loisirs multigénérationnel géré par la mairie. Vous aurez le droit à une visite guidée et à un entretien avec la responsable de ce nouvel espace. Une nouveauté également du côté du Métropole avec son restaurant, les ambassadeurs by Christophe Cussac. Et enfin, ils ne font pas de bruit, n'utilisent pas d'essence et se faufilent partout. Le scooter électrique est à la mode. C'est bientôt la rentrée pour tout le monde. Les enfants vont prochainement retrouver leurs camarades ou s'en faire de nouveau. Et les adultes vont reprendre la direction du travail. Êtes-vous prêts? C'est la question que Yannick Debevert vous a posée. Et voici les réponses. Alors nous on est prêts, oui. Mon fils, il faut lui demander. Oui, ça va. Je sais que ça va se passer très bien. Moi, c'est ma dernière année d'ostéopathie, donc dernière année avant le cabinet. Oui, je suis assez prêt. Ça va être un peu difficile avec des nouveaux copains, mais après on va s'habituer et ça va passer. Quand on se prépare, je pense que tout va bien, quoi. Il faut se remettre en route doucement. Le plus dur, c'est pour reprendre le rythme. C'est pas une période où j'ai forcément envie d'y aller, mais c'est pas une période de stress. Donc non, mais ça devrait le faire. Bien sûr, on est prêt pour la rentrée. On a eu une saison assez chaude. Et puis, bon, il faut bien rentrer un jour. Malheureusement, en fait, les vacances, c'est bien, mais à un moment donné, il faut reprendre. Et oui, tout a une fin. Cette année, la rentrée scolaire s'effectuera le 11 septembre. Les papeteries et les grandes surfaces ont depuis longtemps rempli leur étalage de fournitures scolaires pour que les enfants aient tout ce qu'il faut le jour J. En règle générale, tout se prépare pendant l'été. Le reportage à la papeterie L'Alphabet de Frédéric Hélion sur des images d'Alban Gingembre. Les vacances d'été sont bientôt terminées et la rentrée scolaire est bien sûr dans la tête des parents. Livres, trousses, stylos, classeurs, tout doit être prêt pour septembre pour le retour à l'école des enfants. Vous voyez bien autour là tous les sacs qui sont disposés dans le magasin. On en a bien quelques centaines, plusieurs centaines, ouais, à vrai dire. Donc bon, on se prépare. Ça commence dès que l'école sorte du coup les listes scolaires dans leur établissement. Donc pour tous les établissements de Monaco, primaire, collège, terminale, enfin lycée, tout ce qui se passe. Et du coup, ils les amènent directement au magasin, soit par téléphone, soit par mail aussi. Ils peuvent préparer les commandes comme ça. Sinon, du coup, en magasin, et nous, on prend leurs coordonnées, leurs infos, on prépare tout de notre côté, et voilà, dès que c'est prêt, on les appelle et on attend qu'ils viennent. La rentrée se prépare bien en amont, que ce soit côté papeterie, où les commandes sont faites en avril, mais pour que tout soit en rayon maximum début juillet. Côté parents, à chacun son rythme et sa méthode. Les achats de fournitures scolaires, c'est par Bureau Vallée, et les livres, c'est où la vente de la bourse aux livres ou Amazon, ou là, pour certaines choses que je ne trouve pas, je vais directement à l'Alphabet. Quand est-ce que vous avez commencé justement à faire les fournitures? La semaine dernière. Tout est clôturé, ça y est. Et si vous n'êtes pas aussi efficace que Virginie, pas de stress, la rentrée scolaire est fixée au 11 septembre cette année en principauté. Oui, vous avez encore quelques jours. Ils ont loupé leur rentrée et ont perdu leurs 2 premiers matchs face au Canada et à la Lettonie. L'équipe de France de basket est éliminée dès le premier tour de la Coupe du Monde. La victoire face au Liban ce mardi ne change rien. C'est une grosse désillusion pour les Bleus et leurs supporters. Pour analyser tout cela, nous allons à Jakarta et on retrouve le journaliste de beIN Sport, la chaîne qui diffuse les rencontres. Rémi Reverchon, bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Très bien, très bien. J'aimerais avoir votre analyse. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment peut-on déjà analyser cette débâcle, cette Bérésina, ce Waterloo? Comment vous analysez ça? Déjà, il s'agit d'un moment compliqué pour l'équipe de France de basket et les gens qui suivent le basket en France, ces fans. Ou à Monaco, c'est un moment où de toute façon, on n'attendait pas une chose pareille. Cette équipe de France qu'on avait catégorisée comme parmi les grands favoris de cette Coupe du Monde. Il y a plein de facteurs. Il faudra prendre le temps à froid d'analyser ce qui s'est passé. La compétition n'est pas terminée de toute façon. Il y a une question sur la composition de cette sélection avec un problème clair au poste de meneur de l'équipe de France. Il y a une question aussi sur la préparation de l'équipe de France qui a peut-être pas été
construit de la meilleure des façons, on s'en rend compte, avec des adversaires un peu faibles, avec une logistique pas toujours évidente. Il y a la question aussi qu'on doit se poser, peut-être nous, les médias qui avons classé cette équipe de France comme favorite, du niveau réel de l'équipe. Est-ce qu'on l'a pas vue trop belle, en fait? Est-ce que cette équipe qui est composée, allez, de 3 joueurs NBA, dont un qui joue plus, Evan Fournier malheureusement, et des joueurs de Euroleague à côté, est-ce qu'elle n'est pas tout simplement, de manière très objective, moins forte que ce qu'on l'a cru, quand on compare au Canada par exemple? Il faudra que beaucoup de choses soient remises en question avant les JO là. Ouais, on aurait survendu un peu cette équipe. Le mental a manqué aussi, la gagne peut-être. Victor Wembanyama. Oula, je suis pas chez Choche. Victor Wembanyama, peut-être. Qu'est-ce qui a manqué? C'est la faute à pas de chance aussi, peut-être? Non, ça, réduire ça à la faute à pas de chance dans le sport, vous savez, on n'aime pas trop ça. Il y a des facteurs. Surtout quand il y a un écart de 30 points face à une Ouais. équipe, oui, comme le Canada. Surtout quand vous perdez ensuite contre la Lettonie qui est privée de son meilleur joueur, Kristaps Porzingis. Non, parler de chance, ce serait vraiment manquer d'honnêteté. Donc oui, bien sûr que Victor Wembanyama va apporter des solutions, mais c'est pas lui qui va changer la face du monde non plus pour l'équipe de France. Pas à lui tout seul en tout cas, pas un gamin de stage là. Il faut, je vous dis, voir la composition du staff de cette équipe de France. Je pense qu'il y a besoin d'être boosté. Je suis persuadé, moi, c'est mon intime conviction, que Vincent Collet est toujours l'homme de la situation, le sélectionneur. Je ne fais pas partie. Oui, parce que c'est la question qu'on se pose, Et effectivement. ouais, bien Oui. sûr, c'est facile dans ces cas-là, quand il y a un échec sportif, de faire sauter le premier fusible, c'est le coach en général, hein, c'est facile. Moi, je suis dans la team de ceux qui pensent que Vincent Collet est toujours l'homme de la situation. Voilà. Il va falloir se tourner vers l'avenir sur la composition de cet effectif, avec une génération qui arrive sur la fin de sa carrière. La génération Nico Batum, Nando De Colo, ces joueurs-là qui vont disputer probablement leur dernière campagne internationale avec l'équipe de France. Moi, je pense que l'équipe de France doit, la fédération, puisque ce sont la fédération française qui décide de tout ça, doit se poser des questions sur la composition du staff de l'équipe de France, et doit réfléchir à une préparation qui mette les Bleus plus dans le dur. Voilà, je trouve qu'ils ont été un peu trop dans le coton cet été. Vous qui êtes sur place, dans quel état d'esprit là sont les joueurs après ces deux défaites? Je peux vous dire que ça tire la gueule. Vous pouvez l'imaginer, que c'est un petit peu compliqué en ce moment. Là, ça fait 48 heures que ça blague un peu moins à l'entraînement, qu'il y a, vous savez, tous ces petits rituels de jeu en fin d'entraînement où les mecs font des concours de tir du milieu de terrain, tout ça, comme par hasard, ça n'existe plus. Il y a eu des convocations par la direction aussi de la Fédé, de certains joueurs qui ont dû s'expliquer pour des sorties médiatiques notamment. Quel joueur? Il n'y a pas besoin de faire semblant, il n'y a pas de secret d'État, hein. Le capitaine Nico Batum, qui nous a fait une grosse sortie à notre micro, Beansport, doit justifier de ses mots. Et ce qui est normal, ce qui est plutôt sain d'ailleurs dans une équipe tant qu'il y a de la communication. Ce qui est dur, c'est qu'il y a une semaine terrible qui les attend avec ce format de la Coupe du Monde, où donc ça joue contre le Liban pour en finir de la poule, ça on le comprend. Mais derrière, il y a 2 matchs de classement qui pour la France n'ont absolument aucun intérêt, mais qui font partie de cette compète. Vous imaginez, c'est-à-dire qu'ils doivent rester 5 jours de plus que prévu à Jakarta. Tout le monde tire la gueule, personne n'a envie de jouer ces matchs-là. Oh, c'est pesant. Dernière question, dans l'équipe de France, il y a des joueurs de la Roca Team, Yacouba Ouattara, Eli Okobo et Terry Tarpé. Est-ce que ça peut avoir une influence au niveau du moral pour ces joueurs, pour le début de saison dans leur club, à votre avis? Alors, les cas de figure, ils sont différents. Moi, je vois, si je prends Terry Tarpé, là, votre recrue qui a fait pour l'instant une bonne Coupe du Monde, en tout cas un bon deuxième match face à la Lettonie. Il a été bon, Terry, c'est l'une des rares satisfactions de ce match-là, donc lui, pas trop de soucis à son égard. Il y a Yakou Ouattara qui n'a pas joué de cette Coupe du Monde, était de toute façon appelé à être le 12e homme de l'équipe. C'est déjà une chance pour lui, je pense, d'être dans ce groupe-là. Donc voilà, la vraie question qui va se poser, c'est pour Eli, que j'adore par ailleurs, Eli Okobo. Moi, je suis fan de ce joueur-là, de ce mec-là. C'est un super type et un joueur de basket avec un talent offensif fantastique. Le problème, c'est qu'Eli, il a tapé dans le mur dans cette Coupe du Monde. Il a eu sa chance, il a eu du temps de jeu et ça a été compliqué. Donc voilà, j'espère qu'Eli va pouvoir couper un petit peu après la Coupe du Monde avant de se replonger dans la prépa avec la Roca Team, parce que j'ai peur que dans sa tête, ça cogite un petit peu en ce moment-là. Bon, on l'espère également. Rémi Reverchon, merci pour votre analyse. Avec plaisir, à bientôt les amis.
Et dans un autre sport, sachez que l'équipe monégasque de tennis reçoit l'Équateur les 15 et 16 septembre. Je vous invite à aller voir les rencontres au Monte Carlo Country Club. L'accès est gratuit. Vous pourrez également suivre les matchs en direct sur Monaco Info avec aux commentaires Frédéric Elion, Laurent Orsini et Christophe Paco. Pour info, l'équipe victorieuse accédera au match de barrage du groupe mondial 1 en février prochain et l'équipe perdante devra de nouveau jouer les matchs de barrage du groupe 2. Toujours en bref, dans le domaine de la construction, au niveau du 19 boulevard du Larvoto, la circulation est alternée sur la dorsale. Il s'agit de la poursuite des sondages préparatoires à la réalisation de l'opération immobilière dite Larvoto supérieure, inscrite dans le plan national pour le logement des Monégasques. Ces sondages seront réalisés du 7 août au 8 septembre, entre 9h-12h30 et 14h-18h, avec la mise en place d'un alternat de circulation durant les heures d'intervention. Autre opération immobilière, privée cette fois, aux 2, 4, 6 et 8 avenue Prince-Pierre. Des travaux liés au réseau sont prévus du 4 septembre au 22 décembre, engendrant des modifications sur la voirie. Les flux des piétons et des véhicules seront maintenus durant toute la durée du chantier sur les axes majeurs. En revanche, des déviations seront à prévoir en fonction des différentes phases, à commencer par le 4 septembre jusqu'au 22 septembre, de 9h à 16h, avec la fermeture de la circulation routière sur la rue de la Turbie. Les accès au parking des Agaves seront maintenus par les rues Augustin Vento et Aureglia et les livraisons des commerces s'effectueront en dehors de ces tranches horaires. Le boulevard Charles III sera quant à lui ouvert à la circulation dans les deux sens entre les giratoires Place d'Armes et Canton. C'est un chantier qui a duré 3 ans et pour cette rentrée, ça y est, l'espace Lamartine ouvre ses portes pour les Monégasques et les résidents de plus de 16 ans. Yannick de Beuvert et Alban Gingembre vous proposent une visite guidée de cet espace de loisirs situé rue Princesse Charlotte. À peine entré dans cet espace Lamartine, on peut découvrir un salon parfaitement illuminé, tout ça grâce à des couleurs très claires, un mobilier très moderne, un super baby-foot évidemment pour s'occuper. Et on arrive tout de suite vers le restaurant, là où on pourra accueillir jusqu'à 26 personnes. Le restaurant est réservé aux personnes âgées et les personnes âgées peuvent également inviter une personne en plus, peu importe son âge. Un prix défiant toute concurrence, entrée, plat, dessert, fromage, café, petit verre de vin, tout ça pour 13 € avec un chef qui travaille à temps plein ici dans l'espace Lamartine. Voilà ce que propose la mairie. La salle de lecture, comme toutes les autres salles, est parfaitement illuminée. Et puis vous voyez bon nombre de livres, tout ça, c'est grâce à un partenariat entre l'espace Lamartine et la médiathèque de Monaco. La médiathèque qui prête tous ces livres. Ils vont être renouvelés assez régulièrement pour pouvoir permettre à tous les adhérents et à toutes les personnes venant se détendre ici de pouvoir accéder à un maximum d'ouvrages. Après avoir monté un étage, nous voici dans la salle polyvalente, une salle qui peut aller de 25 à 100 mètres carrés. Vous le voyez, il y a ces cloisons amovibles qui peuvent faire changer le format de cette salle. C'est une salle que les particuliers peuvent louer à l'occasion d'anniversaires ou de fêtes en tout genre. Et c'est une chose inédite ici à Monaco. C'est également ici que les adhérents pourront effectuer leur exercice physique avec l'aide d'un animateur. Vous voyez déjà les tapis et les haltères, et puis en fin de séance, il y a évidemment les vestiaires avec douche et casier avec cadenas. Au lieu des escaliers, vous pouvez emprunter cet ascenseur qui est une petite technologie puisque ce bâtiment a été créé en 1895 et donc il a fallu faire preuve d'ingéniosité pour mettre cette cabine d'ascenseur. Nous sommes dans la salle de conférence qui est juxtaposée à celle des arts créatifs. C'est pour ça que je chuchote un peu parce que juste derrière, une conférence a déjà lieu. Nous voici dans la salle informatique où des PC sont mis à disposition pour les personnes voulant assister à des ateliers de formation informatique. Évidemment, tous les adhérents peuvent également venir en dehors de ces ateliers en libre service. Bon, si comme moi vous voulez vous entraîner au piano et à toutes sortes d'instruments, il y a également une salle de chant et de musique qui est mise à disposition dans cet espace. Il aura fallu plus de 3 ans et 7 millions d'euros pour rénover cet espace Lamartine qui est désormais tout à vous. Les adhésions sont ouvertes. Merci Yannick pour cette présentation. On en sait désormais plus sur cet espace Lamartine. Et pour développer davantage le sujet, nous sommes avec Nathalie Vacarezza. Bonsoir. Bonsoir. Nous y sommes, après 3 années de travaux, l'espace Lamartine ouvre ses portes dès lundi prochain. J'imagine qu'il y a une forme d'excitation.
Il y a une excitation, il y a beaucoup d'enthousiasme de la part des équipes qui ont travaillé à l'élaboration de tout ce projet. Donc oui, il y a une belle excitation et on attend avec impatience l'ouverture, enfin la semaine porte ouverte à partir de lundi, donc de lundi à samedi prochain, de 10h à 19h. De 10h à 19h. Il y avait la sonothèque auparavant. Pourquoi avoir voulu créer comme ça un espace plus vaste? Quel est l'intérêt de l'espace Lamartine? Tout d'abord, il y avait de toute façon dans l'idée de rénover et exploiter au mieux ce bâtiment qui fait quand même 1000 mètres carrés et qui est un atout incroyable par rapport à ce projet qui est un des projets phares de ce nouveau mandat, c'est de pouvoir offrir à la population des activités, des possibilités qui jusque-là n'existaient pas et qu'elles concernent toutes les tranches d'âge à partir de 16 ans, puisqu'on a mis une limite à 16 ans. Donc ça permet d'offrir des activités de loisirs culturels, de bien-être, un lieu simplement pour se rencontrer, pour jouer, pour lire. Enfin, il y a énormément d'activités qui sont proposées dans cet espace avec une superficie qui est en même très confortable et il était dommage de ne pas l'exploiter complètement. Yannick Debevert l'a dit dans son reportage, hein, vous avez obtenu le label bâtiment durable méditerranéen de Monaco. C'est important, j'imagine, pour la mairie? C'est très important. C'est un gros projet réalisé par la mairie, entièrement par la mairie, financé par la mairie aussi. Et le fait d'avoir obtenu ce label qui garantit donc le respect de l'environnement et de toutes les conditions nécessaires pour obtenir ce label dans la catégorie argent. Donc, vraiment, c'est un bâtiment qui est absolument magnifiquement rénové, avec un esprit qui allait tout à fait dans le sens de ce qu'on voulait mettre en place pour un accueil de qualité, dans un environnement joliment décoré, avec du matériel spécifique également de qualité. Alors c'est un lieu intergénérationnel, on va le faire tranche par tranche. Qu'est-ce qui est proposé par exemple pour les ados? Alors c'est pas l'idée justement, l'idée c'est que ça concerne toutes les générations. Bien évidemment, il y aura certaines activités qui attireront plus un public qu'un autre. Oui, parce qu'il y a par exemple un baby-foot, il y a des activités dirigées vers les jeunes quand même. Il y a des activités qui seront plus dirigées vers les jeunes. Il y aura du laser game, il y aura des escape games qui peuvent aussi plaire à d'autres tranches d'âge. Il y aura certains jeux qui seront des karaokés, il y aura vraiment des choses. Mais après, il y a aussi des activités, qu'elles soient intérieures ou extérieures, qui pourront séduire tout type de population. Et je pense que c'est tout l'intérêt du concept de l'espace Lamartine. C'est de pouvoir se côtoyer et de ne pas qu'il n'y ait pas de clivage. Parce que ça, c'est regrettable, mais que tout le monde a un épanouissement à retirer de ça, de ce mélange de générations où les uns pourront apporter leur expérience, les autres leur enthousiasme, et ce n'est pas du tout incompatible. On le rappelle, l'espace Lamartine sera ouvert du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 10h à 18h. Nathalie Vaccarezza, merci de nous avoir présenté ce nouveau lieu de loisirs qui ouvrira ses portes donc dès lundi prochain. Merci. Merci à vous. En bref, je vous donne un rendez-vous sur notre antenne le vendredi 8 septembre à 10h. Vous pourrez suivre en direct dans l'enceinte du Conseil national une séance spéciale en hommage au prince Régnier III en présence de son fils, le prince Albert II. Je vous redonne le rendez-vous vendredi 8 septembre, 10h sur Monaco Info. Avis aux amateurs de gastronomie, le restaurant Les Ambassadeurs, ouvert à l'Hôtel Métropole il y a une centaine d'années, renaît de ses cendres depuis le 22 juin. Les Ambassadeurs by Christophe Cussac rend hommage à ce lieu mythique. Frédéric Hélion et Alban Gingembre ont pu assister en coulisses aux préparatifs avant le service du soir. La cuisine est un moment de partage à l'Hôtel Métropole, au restaurant Les Ambassadeurs by Christophe Cussac. Le chef est entouré d'une brigade de 10 cuisiniers. L'équipe arrive à 15h pour commencer le service à 19h30. Il y a les légumes à préparer, il y a les viandes à préparer, il y a toute une mise en place qui permet d'avoir un produit presque fini, prêt à la cuisson, prêt à être consommé, prêt à être dressé au dernier moment. Il y a une confiance, hein, c'est ça le plus difficile, je pense, à créer, parce qu'il y a beaucoup de détails. Et je ne vais pas tout regarder, donc on arrive à avoir une vitesse de croisière et je me répète, une confiance qui permet de se concentrer sur l'assiette finie
que l'on apporte aux clients. Une demi-heure avant le début du service, place au traditionnel briefing. Le premier maître d'hôtel fait le point, entouré de ses adjoints, du chef sommelier, des chefs de rang et des commis. Le chariot Mario Pasmiai, service et boisson chaude Bernard. Ce soir, les milliardaires sont coco au lait, caramel noir, orangette et macarons framboise vanille. On partage les informations sur les clients qui sont présents, les clients qui reviennent. Je pense sur la journée, ça permet aussi de tester un petit peu l'équipe au niveau des connaissances et d'approfondir un tout petit peu qu'est-ce que c'est le service et comment ça va se dérouler. Un quart d'heure avant l'arrivée des premiers clients, le balai des cuisiniers s'intensifie autour du chef. Il va falloir sortir entre 4 et 6 plats par personne pour une quarantaine de couverts. Ça approche, on ne va pas dire que la tension monte, mais la concentration s'accélère. Vos équipes travaillent sur quoi? C'est plutôt une partie apéritif? Quels sont les produits là, sur lesquels vous travaillez en ce moment? Non, les entrées, tout ce qui est les plats froids, on peut commencer à les finir, comme on peut voir. Il y a le tian, on le découpe. Ce sont les dernières touches pour pouvoir finir et être prêt à une commande spécifique. À 19h30, les clients s'installent. L'imposant chariot à pain débarque avec ses 19 variétés différentes. Tout a été préparé sur place, dans l'après-midi, par le boulanger du restaurant. Les premières commandes arrivent, menu dégustation, plats à la carte ou fine bouchée. Les mets sortent et sont servis en salle. Les plus gourmands ont un œil sur le chariot des tartes et sa quinzaine de pâtisseries. Tout le monde est sur le pont jusqu'à 23h pour cette expérience culinaire unique aux saveurs méditerranéennes. Les ambassadeurs by Christophe Cussac est ouvert du jeudi au lundi de 19h30 à 23h. À Paris notamment, le stationnement des 2 roues thermiques est payant alors qu'il est gratuit pour les électriques. L'électrique séduit de plus en plus, que ce soit pour les voitures mais aussi les motos et scooters. Qu'en est-il à Monaco? La réponse avec Frédéric Elion et Thomas Deus qui se sont rendus au magasin Pole Position. En cette période estivale, plus que jamais, c'est le moyen de transport idéal en principauté. Moto, scooter, Vespa, le 2 roues est la solution pour contrer les bouchons. Et à l'image de la tendance observée sur les voitures, l'électrique séduit aussi côté 2 roues. Depuis le lancement des produits électriques, la Vespa Electrica, le Piaggio One, d'autres marques aussi qu'on travaille dans d'autres magasins, Sim et Kimco, on voit qu'il y a une progression à Monaco. On a des produits 50 ou des équivalents 125 qui correspondent à ce que le marché attend. Et donc c'est vrai que les chiffres sont en progression. On est ici entre 10 et 15 véhicules vendus par an en Vespa Electrica. Je ne parle pas des autres modèles, mais Vespa Electrica, 10 à 15 par an, quand on en fait en moyenne 60 à 80 au global en Vespa. Donc ça commence à prendre une bonne partie du marché. Aujourd'hui, avec les aides du gouvernement en principauté, le scooter électrique coûte le même prix qu'un thermique, avec de bonnes prestations en termes de performance et quelques avantages. Aujourd'hui, un électrique, c'est une bonne accélération, c'est pas de bruit de fonctionnement, c'est pas de vibration, pas de pollution. C'est un intérêt économique pour les clients qui ne souhaitent plus mettre d'essence. Monaco participe aussi beaucoup à l'effort avec une belle aide gouvernementale qui est quand même bien supérieure à ce que peut proposer la France ou les autres pays voisins. Et donc c'est vrai que ça participe beaucoup à l'engouement des clients sur le produit électrique. Le gouvernement souhaite d'ailleurs encourager l'achat de 2 roues électriques. L'aide à l'achat a été augmentée et passe à 40% du prix du véhicule TTC hors option, avec un plafond à 4 500 €. On retrouve Yannick Debever, mais cette fois pour les prévisions météo. Bonsoir Yannick. Bonsoir Fabien, ce mercredi, le soleil parviendra à se faire une plus grande place parmi les nuages du ciel monégasque. Pas de pluie prévue et des températures agréables puisqu'il fera entre 20 et 25 degrés dans la journée. Ce mercredi 30 août, nous fêterons Saint-Fiacre, le saint patron des jardiniers, pépiniéristes et autres maraîchers. Merci. Ça vous a mis certainement l'eau à la bouche en vidéo et ça va certainement le faire aussi en photo avec le restaurant de l'Hôtel Métropole, les ambassadeurs by Christophe Cussac. Ce journal est terminé. On se retrouve pour une nouvelle édition mercredi à 19h. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. À très bientôt. Au revoir.